Hey, what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le cas du char Léopard et premier du nom. Allez, c'est parti. 10 ans après la fin du second conflit mondial, les pays d'Europe de l'Ouest terminent leur reconstruction. L'émergence du sentiment européen pousse alors De Gaulle et Adenauer à créer l'axe Paris-Bonn, tandis que le Benelux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, constitue l'embryon de la Communauté économique européenne, la CEE. Cette volonté de s'unir pour devenir une grande puissance nécessite d'être indépendant des États-Unis au niveau militaire. Les chars, armes du précédent conflit par excellence, suscitent un intérêt tout particulier auprès des dirigeants européens qui, dès 1952, mettent sur pied le programme Finabel, rassemblant la France, l'Italie, la République fédérale d'Allemagne et le Benelux. La situation est toutefois différente selon les pays. Les usines d'armement allemandes sont à l'arrêt depuis 1945. A contrario, grâce à la mise en chantier avortée de la MX-50, l'Hexagone détient une longueur d'avance mais manque de sous. En 1956, Français et Allemands définissent ensemble le cahier des charges de ce qui sera le symbole du renouveau de leur nation dans le domaine des engins blindés. L'objectif est évidemment de se passer, à moyen terme, des tanks de la lignée des Patton au concept vieillissant. L'étude polémologique conjointe met en exergue deux éléments, l'autonomie et la puissance de feu. Ainsi, le rayon d'action souhaité est de 600 km. Dans le domaine de l'armement, le canon de 90 mm, standard à l'époque, est considéré comme obsolète et une pièce de 105 mm, à l'image du L7 de 105 mm, équipant les derniers modèles de Centurion britannique, est commandé par Rheinmetall. Afin de surclasser les machines soviétiques, les spécifications précisent que ce tube devra perforer 150 mm de blindage laminé homogène à une portée d'au moins 2500 mètres. Afin de conjurer la mobilité stratégique avec la capacité des ponts routiers, le poids en ordre de combat ne peut dépasser les 30 tonnes. La puissance massique minimale demandée est de 30 chevaux par tonne, ce qui constitue une valeur supérieure aux performances affichées par les engins existants. L'avantage d'un tel potentiel réside dans le fait qu'il permet des augmentations de régime fulgurantes. Il faut voir dans cette exigence le résultat du débat d'experts pour contrer l'effet des charges creuses. Pour résister aux capacités de percement de ces dernières, deux solutions à l'époque coexistent. Accroître l'épaisseur du blindage et donc sacrifier la mobilité, ou donner la priorité à l'agilité de manière à offrir aux blindés une chance d'esquiver les coups. Les planificateurs de la mission franco-allemande mettent donc l'accent sur l'accélération. En outre, ce choix doit permettre aux futurs chars d'atteindre des vitesses de déplacement élevées, de l'ordre de 65 km/h sur route et 40 km/h en tout terrain. En juin 1957, il est convenu entre les différentes nations parties prenantes que 3 mulets vont être développés. Les deux premiers le seront par deux groupes concurrents allemands et un troisième français, celui-là dirigé par l'ingénieur général Molienier. Très vite, des dissensions apparaissent de part et d'autre du Rhin, l'un des points d'achoppement étant la largeur de voie. En 1958, l'Italie rejoint le financement du projet en imposant de nouvelles demandes. Le projet tricolore n'est pas encore finalisé que l'Allemagne décide de faire cavalier seul. En définitive, les deux pays poursuivent séparément leur chemin, mettant au point deux chars différents, le Léopard 1 et l'AMX-30. En Allemagne, les deux groupes de travail concurrents s'attellent à la tâche de la conception. L'équipe A comprend les bureaux d'études de Porsche, Junketal, Maka et Luther Jordan, et l'équipe B, un consortium regroupant les ingénieurs du bureau de Warnecke, de Rheinstein Anomatk et d'Henschel. Le développement de la tourelle fait également l'objet d'un concours entre les deux grands géants de l'industrie germanique, Rheinmetall et Wegmann. Afin de tester toutes les combinaisons possibles, l'armement et les châssis doivent être interchangeables. Dès 1960, les deux équipes ont concrètement finalisé leurs propositions. Le châssis, de type A, se base sur un système d'amortissement à barre de torsion issu d'une technologie bien maîtrisée. Le modèle de l'autre équipe
est doté d'une suspension hydropneumatique, concept très novateur pour l'époque, mais péchant par de nombreuses maladies de jeunesse. Extérieurement, le projet A est monté sur 7 roues de route, tandis que son concurrent en a 6. Les deux montures sont confrontées lors d'essais effectués en avril 1961. Très vite, la fiabilité des barres de torsion s'impose et une commande de 26 exemplaires de pré-série est passée par le gouvernement fédéral. Le projet B est quant à lui purement et simplement abandonné. Seuls 2 des 6 véhicules commandés à l'origine seront construits. À ce stade, le canon de 105 mm promis par Rheinmetall n'est pas encore disponible. Aussi, à 90 mm de la firme allemande est monté dans la tourelle. Le moteur est un Benz MBB 837 diesel de 660 chevaux. Du fait de retard dans la mise au point, le tube Rheinmetall de 105 mm est abandonné au profit de la pièce de même calibre britannique L7. Enfin, un nouveau groupe propulseur diesel à 10 cylindres prend place dans la caisse. Il est couplé au barbotin via une boîte de vitesse améliorée. Les premiers résultats sont si probants qu'en 1963, une commande portant sur 50 exemplaires de pré-série est passée, alors que la finalisation des essais des prototypes de seconde génération n'est pas encore effectuée. À cette occasion, en juillet de la même année, Cross Maffei devient le maître d'œuvre du projet. Un peu plus tard, au mois d'octobre, le nouveau char est baptisé Léopard, sacrifiant ainsi à l'habitude allemande de donner des noms de fauves aux chars d'assaut. Les premières cellules construites reçoivent un télémètre optique dont les extrémités vitrées apparaissent sous la forme de 2 excroissants sur les flancs supérieurs avant de la tourelle. Autre différence, la trappe du chargeur placée à gauche sur la tourelle est de forme rectangulaire. Ensuite, elle deviendra ronde et sera identique à celle du commandant. Si morphologiquement la caisse est déjà similaire à celles qui suivront, la tourelle initiale se distingue par un mantelet plus étroit monté sur un nez bien profilé. Les léopards sont vus pour la première fois pendant l'été 1964, lors d'exercices de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Le temps presse pour remplacer les blindés d'origine américaine de l'armée allemande. Aussi, la construction en série débute immédiatement. Au fur et à mesure que les remarques des utilisateurs sont validées, des modifications sont directement effectuées sur les chaînes de montage. Le premier lot de 400 unités sort ainsi entre septembre 1965 et juillet 1966. Ce modèle se caractérise par sa boîte carrée renfermant un interphone permettant à l'infanterie d'accompagnement de communiquer avec l'équipage. Elle est située sur l'arrière en haut à gauche. À partir de la deuxième commande de 600 exemplaires, cette boîte deviendra ronde. Les derniers léopards de second type reçoivent un anneau de blindage afin de protéger la base de la tourelle dans le secteur de l'arc frontal. Le troisième lot de 500 machines est équipé de freins à disque ventilés. Extérieurement, seuls 4 anneaux de levage soudés sur les flancs avant du glacis et sur la partie supérieure de la poupe permettent d'identifier ce modèle. Enfin, une quatrième monture inaugure la phase de production pour l'exportation et voit la fin de la première commande au profit de l'armée allemande. Elle est identique aux grilles d'échappement maintenant composées de lattes horizontales. Dès 1972, les chaînes d'assemblage vont redémarrer avec un 5e lot déclinant le Léopard en 5 versions différentes. Au niveau de l'armement, le Léopard est donc équipé du canon L7 de 105 mm britannique, qui est un descendant d'une arme qui est d'ailleurs destinée aux canons de la Royal Navy pour les destroyers. Initialement, le L7 est monté sur les Centurions britanniques, qui est surclassé par le D10 de 100 mm monté sur les T-54 et T-55 soviétiques. La bouche à feu est modifiée pour pouvoir s'insérer dans le char germanique. À cette occasion, elle reçoit la dénomination L7A3. La culasse est à coin glissant horizontalement à chargement semi-automatique, ce qui signifie que dès que le coup est parti, la culasse s'ouvre et la douille brûlée est expulsée dans un sac muni d'une pompe à vide afin d'empêcher l'envahissement de l'habitacle par des gaz délétères. Une nouvelle munition peut être alors engagée, ce qui permet d'atteindre une capacité théorique de 10 coups par minute, cadence qui descend à 6 lors des séances d'exercice. Long de 51 calibres, le tube est rayé vers la gauche et pèse 1282 kg. L'élévation est de -9 à +20 degrés
et le recul est de 29 cm. Un extracteur de fumée est ajouté en son centre, évitant que les gaz toxiques ne rentrent dans le compartiment à la réouverture de la culasse après le départ du coup. Avec les premiers télémètres optiques montés sur les léopards, une munition APDS peut toucher une cible de 3 mètres carrés à une distance de 1000 mètres avec une très forte probabilité de coup au but. Un blindé adverse a 89% de chances d'être atteint à 3000 mètres. Dès la version 1A11, le canon est stabilisé de manière à pouvoir tirer quand le véhicule est en mouvement et cela jusqu'à une vitesse de 28 km/h. Le tube répond aussi aux standards logistiques de l'OTAN, permettant une interchangeabilité des approvisionnements en obus entre les nations signatures du traité. Chaque année, de nouvelles munitions aux performances améliorées sont fabriquées. Aussi, les données balistiques ne peuvent être arrêtées car les limites sont et seront sans cesse repoussées. Parmi les derniers projectiles développés, citons à titre d'exemple la tête à charge creuse M456A2, vendue par la firme Mekar. Dotée d'une portée de 8200 mètres, elle est capable de percer 432 mm d'acier homogène sous une incidence de 0 degré. Sur les premiers exemplaires, 60 coups sont importés, dont 13 sont disponibles immédiatement. Une dotation théorique normale comporte 31 obus anti-char, 26 explosifs et 3 fumigènes. L'équipage comporte 4 hommes. 3 sont dans la tourelle, le chargeur, le chef de char et le canonnier. Le chauffeur, lui, est installé à l'avant droit. Toutes ces capacités seraient vaines sans optique de qualité, celle-ci ayant fortement évolué depuis l'origine. C'est au chef de char qu'échoit la tâche de recherche de cible. Pour ce faire, sur les premières versions du Panzer, il dispose d'un périscope TRP-1A, à grossissement de 6 à 20 fois. La rotation de ce dernier commande celle de la tourelle et oriente le tube dans l'axe de sa cible. En cas d'urgence, un petit bouton provoque le départ du coup. En phase normale d'acquisition, le canonnier prend le relais. Il détermine au préalable la distance au but avec le télémètre TEM-1A. Cette lunette de tir stéréoscopique est d'une largeur de 1,72 m et ses terminaisons forment des excroissances sur les flancs des tourelles. Enfin, un télescope TRF-1 et son réticule de visée positionnés dans le masque du canon sont à disposition du canonnier pour lui permettre d'affiner le réglage de la pièce. Pour le combat nocturne, le périscope du commandant est remplacé par un système infrarouge, tandis qu'un phare de recherche XSW30U se trouve sur la gauche du masque du canon. Sa portée dans l'infrarouge est de 1200 mètres. Il est capable d'émettre de la lumière blanche et dans cette configuration, son efficacité est de 1500 mètres. Par la suite, les différentes nations possédant le Léopard choisiront leur propre dispositif d'acquisition d'objectifs afin d'augmenter leur performance à ce niveau. À l'heure actuelle, pas moins d'une douzaine de modèles différents sont mis en service sur le blindé. La défense rapprochée est assurée par 2 mitrailleuses placées dans le masque du tube et sur le toit. En outre, 4 lance-pots fumigènes sont ajoutés de part et d'autre de la tourelle. Mis à feu électriquement, ils peuvent être tirés au coup par coup ou en rafale. Lancés simultanément, les 8 fumigènes déploient un écran de fumée de 150 mètres de large à 60 mètres de distance. Parfois, 2 grenades à fragmentation sont insérées dans le lot. Maintenant, nous allons passer à la mobilité du char. La caisse est en acier laminé dont l'épaisseur varie de 10 à 70 mm. La tourelle est en acier modulé de 52 mm et le mantelet mesure 60 mm. Lors de la conception du Panzer, les blindages composites ne sont pas encore d'actualité. Aussi, conformément aux spécifications d'origine, les ingénieurs ont privilégié la mobilité pour contrer les missiles à charge creuse. Un groupe propulseur diesel MTU MB838CAM500 est la base de l'excellente agilité du Léopard. Il est monté à l'arrière, derrière une cloison isolante, protégeant les occupants de la chaleur et du bruit. Il faut savoir que ce modèle est d'abord prévu à l'origine pour faire bouger une péniche. Bien sûr, sa nervosité est adaptée à sa nouvelle utilisation. La modification consiste à augmenter le nombre de cylindres à 10 et ajouter un turbocompresseur à injection directe. L'ensemble développe une puissance de 830 chevaux à 2200 tours par minute. Des connecteurs rapides permettent de désolidariser le moteur afin de procéder à un échange standard en moins d'une demi-heure. Ce bloc est couplé à une boîte ZFK HP250 à commande hydraulique autorisant 4 rapports
avant et 2 inverse. Placé au-dessus du changement de vitesse, le système de refroidissement éjecte de l'air frais qui se mélange avec les gaz d'échappement afin de réduire la température de ces derniers, diminuant d'autant la signature thermique. Le flux est ensuite expulsé par les grilles latérales. Le char est capable de fonctionner à des températures variant de -40 à +40. Théoriquement, le Léopard est un véhicule polycarburant. Ces 2 réservoirs fixés de part et d'autre de la poupe ont une contenance de plus de 1000 litres. Cette capacité sera réduite par la suite à 985 litres, assurant une autonomie conforme de 600 km. Pour démarrer lors de conditions hivernales, un préchauffage se trouve à l'avant-droit de la caisse. Il fonctionne avec la gazole embarquée et permet de chauffer l'habitacle en 2 minutes. L'air chaud est ensuite expulsé vers les batteries et la propulsion afin d'obtenir une bonne température de démarrage. Les 830 chevaux offrent un rapport puissance-poids de l'ordre de 20 chevaux par tonne, autorisant du coup la vitesse à 65 km/h en vitesse maximale. Les 7 roues de route sont suspendues via des barres de torsion renforcées sur les 3 avant et 2 arrière par des amortisseurs et des absorbeurs de choc. Large de 55 cm, les chenilles comportent 84 maillons chacune. Le brin en contact avec le sol est d'une longueur de 4,23 mètres. Le poids est donc réparti sur une surface importante, ce qui limite la pression au sol à 0,86 kg par centimètre carré. Cet avantage donne la possibilité au Léopard de traverser sans encombre des terrains boueux. Les maillons initiaux ont des patins en acier galvanisé solidaire, nécessitant leur remplacement complet en cas d'usure. Par la suite, un nouveau train muni de maillons à semelle de caoutchouc amovible est sélectionné. Il est facile d'entretien car il suffit de changer cette partie usée. Cette amélioration multiplie par 3 la durée de vie du jeu complet. Un tube ou un shrapnel permet de franchir des rivières d'une profondeur de 4 mètres. Pour ce faire, l'air est aspiré par l'égoutille sur laquelle est fixée la cheminée. L'anneau de tourelle est aussi muni d'un boudin de caoutchouc gonflable pour assurer son étanchéité. Alors, si vous vous souvenez, en amont, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs versions de Léopard qui ont été commandées par l'armée allemande. Nous allons évoquer toutes ces versions. Le premier, le Léopard A1. L'année 1972 voit le lancement du 5e lot portant sur 342 exemplaires. Les différences par rapport à la première série sont suffisamment sensibles pour justifier le suffixe A1, qui va devenir le 1A1 quand apparaîtra le Léopard 2. La monture A1 intègre les modifications aux chenillés destinées à la Belgique, aux Pays-Bas et à la Norvège. Elle se caractérise par une stabilisation du canon améliorée grâce à l'installation d'un dispositif Cadillac Cage. Des jupes protègent le train de roulement, tandis que les chenilles à patins de caoutchouc sont montées directement en usine. Le canon reçoit un manchon thermique limitant ses déformations. La vision infrarouge, bien qu'efficace, a l'inconvénient de signaler la présence du Panzer lorsqu'elle est allumée. Aussi est-elle remplacée par un amplificateur de lumière, un matériel passif plus discret. Ces changements sont ajoutés sur les unités en service. L'ensemble du parc n'étant totalement modernisé qu'en 1974. Maintenant nous avons le Léopard A2. Le modèle A2 correspond aux 232 derniers véhicules du 5e lot, s'étendant en 1974. La modification majeure se situe au niveau du renforcement du blindage de la tourelle, portant le poids de la cellule à 42,4 tonnes. Le Léopard 1A2 intègre également un dispositif NBC plus performant et un capteur à intensification pour le chauffeur. Extérieurement, il est reconnaissable à la forme ovalisée des opercules protégeant les extrémités de son télémètre. Alors le dispositif NBC, j'en ai pas trop parlé, c'est la protection nucléaire, bactériologique et chimique. La version A3 voit l'abandon de la tourelle modulée au profit d'une composition mécano-soudée. Technologiquement, les fixations soudées n'atteignent pas la résistance mécanique des pièces moulées d'un seul tenant. Cependant, une morphologie constituée de surfaces planes a l'avantage de faciliter la pose de plaques de blindage de type sandwich de nouvelle facture, augmentant très sensiblement la résistance de la cuirasse tout en conservant le même poids. Seule la morphologie évolue car les composants mécaniques et offensifs restent rigoureusement identiques. L'appréhension de l'environnement extérieur est néanmoins améliorée par un nouveau périscope pour le chargeur et un autre du type TRP-2A pour le chef de char.
Maintenant, nous allons passer au modèle 4. Le Léopard A4 correspond au 6e lot, comprenant les 250 derniers exemplaires sortis des chaînes. Il est le premier à recevoir un ordinateur balistique dont la conception trouve ses origines dans le développement étudié pour son successeur. La télémétrie laser n'étant pas encore avancée, un système optique de type MS-12A1 est maintenu. Toutefois, les données relatives à la cible mesurée sur ce damier sont communiquées en temps réel au calculateur qui définit les paramètres de tir. La durée de la séquence acquisition d'objectifs est ainsi fortement réduite, tout en permettant une amélioration des probabilités de coup au but. Inconvénient notoire, le nouvel ensemble est considérablement plus volumineux. Pour dégager la place nécessaire à son montage, la dotation en munitions est diminuée à 55 coups. L'Allemagne a réalisé de nombreux programmes de modernisation successifs sur ces léopards. À partir de 1975, la première de ces opérations a eu lieu lors du passage au standard 1A1A1 par l'adjonction de plaques de blindage additionnelles, espacées sur le pourtour de la tourelle et du mantelet. Cet ajout renforce la résistance de la cellule face aux charges creuses. Mais il alourdit aussi l'ensemble de 760 kg, dégradant la pression massique. Par la suite, les 1845 modèles A1, A2 et A3 de l'Allemagne reçoivent un nouveau dispositif d'acquisition d'objectifs, basé sur la détection par intensification de la lumière. Ce système est baptisé Panzersieg Gerad 200. S'il permet bien au fauve d'être plus discret puisqu'il n'émet plus d'infrarouge, sa portée utile n'est guère plus élevée, car la détection est fortement dépendante des conditions météo. La version A4 n'est alors pas modifiée et ses jours commencent à être comptés au sein de l'armée allemande. Les investissements sont même limités puisque le nouveau Léopard 2 est attendu pour prendre le rôle de fer de lance de l'armée allemande. Toutefois, à partir de 1980, une incertitude se fit jour. Les vieillissants M48 ne seront peut-être pas tous remplacés par le nouveau char de combat dit de 3e génération. Les planificateurs germaniques décident donc de lancer un grand programme visant à améliorer radicalement la flotte de Léopard 1. Si la protection reste suffisante depuis l'adaptation du blindage espacé, la télémétrie optique est devenue obsolète. Dans ces conditions, un dispositif laser prend sa place. Augmentant l'efficacité de la conduite de tir, le laser détermine bien plus rapidement la distance par rapport à la cible à traiter. Les données sont transmises à un ordinateur balistique tenant compte d'autres paramètres tels que la vitesse du vent transversal, l'arcure du tube, la température et la pression de l'air ambiant. Le dispositif augmente la précision et la rapidité de tir jusqu'à 3000 mètres. C'est un ensemble découlant du Léopard 2 qui est choisi, le MS-18 essentiellement pour des raisons d'interchangeabilité des composants. Le programme porte sur 1225 véhicules et se déroule sur 5 ans, de 1987 à 1992. Les Léopard 1, A3 et A4 à tourelle mécano-soudée sont également mis au standard, mais sont vendus au Danemark et à la Turquie. Extérieurement, les Léopard 1 A5 sont reconnaissables à la disparition des excroissances des optiques de visée, refermées par une plaque de blindage circulaire. Par ailleurs, l'ensemble des moyens de télémétrie et de vision sont rassemblés dans une petite casemate blindée positionnée à droite sur le toit de la tourelle, devant l'égoutille du chef de char. La Belgique, première cliente à l'export du Main Battle Tank germanique, réalise à 2 reprises des changements sur sa flotte. La première mise à niveau est lancée en 1975 par l'adaptation d'une conduite de tir SABCA. Facile d'utilisation et très performante, elle est également choisie par l'Australie et le Canada. La seconde intervient à la fin de la guerre froide et ne porte que sur 132 des 334 exemplaires acquis par le Petit Royaume. Elle transforme les cellules au standard A5 par une modification similaire au dispositif allemand. Télémétrie laser, système d'imagerie thermique jour-nuit, capteurs environnementaux et nouvel ordinateur de tir. Par la suite, un blindage additionnel fabriqué par l'Arsenal de Raucourt, stocké en unité, permet d'élever la résistance aux impacts. En conclusion, en décembre 2003, les derniers Léopard 1 de l'armée allemande sont déclassés après 38 ans de bons et loyaux services. Ces armes de dissuasion datant de la guerre froide ont attendu longtemps avant d'être déployées. Participant aux forces de maintien de la paix dans les Balkans, l'Allemagne sort alors ses vieux Panzers des dépôts, car leur poids est plus compatible avec les ouvrages d'art de l'ex-Yougoslavie que celui de leurs lourds successeurs.
La Belgique, l'Italie et le Danemark y engagent également les leurs. Ces derniers seront d'ailleurs impliqués dans des engagements musclés en Bosnie en 1994. Tout comme l'Allemagne, les différentes nations qui possèdent les léopards les rayent des inventaires. Les Pays-Bas le font en 1995 et 4 ans plus tard, 202 sont vendus au Chili. La Belgique imite son voisin néerlandais et transfère 128 de ses léopards non modernisés au Brésil. Les derniers Léo belges, élevés au standard A5, ont quitté le service actif en 2010. La Norvège, l'Italie, l'Australie, la Turquie, le Canada, le Danemark, la Grèce en font de même. Au total, 2437 léopards, toutes versions confondues, ont été produits pour les besoins de l'armée allemande. À cela s'ajoutent 90 unités pour l'Australie, 334 pour la Belgique, 468 pour la Hollande, 68 pour la Norvège, 120 pour le Danemark, 114 pour le Canada et 920 pour l'Italie, dont 720 construits sous licence par Otto Melara. La production a été lancée en 65 pour s'interrompre en 79. Les chaînes d'assemblage seront cependant relancées en 1982 pour sortir 77 léopards pour la Turquie et 104 pour la Grèce. Ces deux pays compléteront leur dotation en rachetant à bon compte des surplus allemands et hollandais. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo sur le Léopard 1. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.